Tu as déjà ressenti ça? Cette sensation étrange d'entrer dans un lieu et de sentir que l'atmosphère change comme si l'air devenait plus lourd ou plus silencieux et personne ne dit rien. Mais toi, tu le perçois. Certaines personnes deviennent plus sérieuses. D'autres se mettent à rire trop fort, comme si elles avaient besoin de combler un vide. Et d'autres s'éloignent simplement, comme si ta présence était trop. Et ce qu'il y a de plus déroutant, c'est que tu n'as même pas essayé d'impressionner. Tu n'as pas parlé plus fort. Tu n'as pas cherché à attirer l'attention. Tu étais simplement là. Mais quelque chose en toi a touché quelque chose en eux. Et si je te disais que ce n'est pas de l'imagination, et que ce n'est pas non plus une énergie mystique comme Internet aime la vendre, c'est un phénomène psychologique profond, quelque chose que Jung reconnaîtrait immédiatement. Il existe un type de présence, une aura qui ne vient pas du maquillage social, ni de la performance, ni du masque. Elle vient de l'intégration intérieure, de quelqu'un qui a cessé de s'abandonner, de quelqu'un qui a commencé à regarder sa propre ombre en face, et qui pour cette raison n'a plus besoin de l'approbation des autres. Et c'est précisément cela qui perturbe les autres. Parce que lorsque tu n'as plus besoin d'être accepté, tu deviens un miroir, et personne n'aime regarder ce qu'il évite en lui-même. La majorité des gens vivent dans une sorte de pacte silencieux. Je fais semblant d'aller bien, et tu fais semblant d'y croire. Je cache mes contradictions, et tu caches les tiennes. Mais ta présence brise ce pacte sans que tu dises un mot, sans que tu pointes quoi que ce soit, sans que tu juges. C'est comme si leur inconscient comprenait que tu ne participes plus à la pièce de théâtre, et cela crée deux réactions possibles, admiration ou rejet, attraction ou attaque, parce que ce qui est vrai est beau, mais aussi dangereux pour ceux qui vivent dans le mensonge. Et c'est ici que les signes commencent, des signes clairs que ton aura n'est pas forte parce que tu essaies d'être fort, mais parce que tu as commencé à devenir entier. Jung appellerait cela l'individuation, le processus par lequel tu cesses d'être seulement la persona, le masque social, et tu commences à te rapprocher du self, du centre réel. Et quand quelqu'un s'approche de ce centre, l'énergie change, la voix change, le regard change, le silence change. Maintenant, je vais te révéler 20 signes que ton aura est si puissante qu'elle peut perturber les autres. Et tu vas remarquer une chose, ces signes n'ont rien à voir avec le fait d'être meilleur. Ils ont à voir avec le fait d'être vrai. Et être vrai dans un monde de personnes adaptées est une provocation. Signal 1. Les gens deviennent défensifs sans que tu ne fasses rien. Tu es calme, tu es normal, tu es respectueux. Mais quelqu'un commence à se justifier, commence à trop expliquer, commence à parler comme s'il se défendait, et tu penses, mais je n'ai même rien demandé. Sauf que son inconscient a entendu une question que tu n'as jamais posée, une question silencieuse. Est-ce que tu vis vraiment comme tu dis que tu vis? Quand ton aura est forte, tu transmets de la cohérence. Et la cohérence est une accusation pour ceux qui vivent dans la contradiction. C'est pour cela que certaines personnes réagissent avec irritation, d'autres avec sarcasme, d'autres avec cette froideur soudaine. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que tu éveilles parce que ta présence fait trembler leur persona. Et quand le masque tremble, l'ego panique. Signal 2. Tu deviens une menace pour ceux qui ont besoin d'être le centre. Il y a des gens qui ne se sentent vivants que s'ils dominent l'environnement, s'ils sont remarqués, s'ils contrôlent le récit. Puis tu arrives sans rivaliser, sans compétition, sans chercher à être supérieur, et malgré tout tu occupes l'espace. Et cela menace parce qu'une aura intégrée possède une force silencieuse qui ne demande pas la permission, et ceux qui vivent de validation ne supportent pas quelqu'un qui ne la supplie pas. Alors les jeux commencent. Provocation, blagues déguisées,
tentative de te rabaisser comme si te diminuer était la seule façon de se sentir en sécurité. Certaines personnes t'admirent mais avec une jalousie cachée. Elles te complimentent, mais le compliment a une pointe, une ironie subtile, une critique déguisée parce qu'au fond, elles perçoivent quelque chose qu'elles n'arrivent pas à copier. Tu as une paix qui ne vient pas de la chance. Tu as une solidité qui ne vient pas de l'agressivité. Et cela leur rappelle tout ce qu'elles ont abandonné en elles-mêmes. La jalousie la plus dangereuse n'est pas la jalousie de ce que tu as, c'est la jalousie de ce que tu es. Et Jung dirait que bien souvent cette jalousie n'est pas consciente. Elle devient antipathie, devient irritation, devient jugement sans raison claire. Signal 4. Le silence autour de toi devient différent. Tu l'as déjà remarqué. Quand tu arrives, les conversations diminuent ou changent de ton. Ce n'est pas un malaise social, c'est autre chose. Le silence autour de toi devient plus dense, plus conscient. Certaines personnes deviennent agitées, regardent leur téléphone, se touchent le visage, croisent les bras, parce que le silence que tu portes n'est pas vide. C'est une présence, et une présence réelle oblige l'autre à se rencontrer lui-même. La plupart des gens utilisent le bruit pour ne pas entendre leurs propres pensées, pour ne pas sentir leur propre corps, pour ne pas faire face à leur propre vide. Quand tu es là, le bruit ne fonctionne plus de la même manière, et cela dérange. Signal 5. Les gens projettent sur toi ce qu'ils n'ont pas résolu. Certains te voient comme arrogant, même quand tu es discret. D'autres te voient comme froid, même quand tu es sensible. D'autres encore te placent sur un piédestal ou te transforment en méchant. Rien de tout cela n'est vraiment à propos de toi. Quand quelqu'un rencontre une aura intégrée, l'inconscient passe en mode projection. Ils ne réagissent pas à ta personnalité, ils réagissent à ce que tu représentes. Authenticité, intégrité, autonomie émotionnelle, tout ce qu'ils n'ont pas encore réussi à vivre. Et Jung était clair à ce sujet. Ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes, nous le voyons chez les autres. C'est pour cela que tu deviens une cible, ou un idéal, ou une menace, rarement juste une personne de plus. Signal 6. Tu déclenches de la compétition là où il n'y a pas de jeu. Tu n'es pas en train de rivaliser, mais quelqu'un commence à rivaliser avec toi, au travail, dans la famille, dans le groupe social. Ils essayent de te dépasser, de te corriger, de te disqualifier même quand tu n'as rien demandé. Cela arrive parce que ton aura communique quelque chose de silencieux. Je n'ai rien à prouver. Et pour ceux qui ont construit toute leur identité sur le fait de prouver leur valeur, c'est insupportable. Alors, la seule issue est de te transformer en rival, même si tu n'es jamais entré dans le jeu. Signal 7. Certaines personnes s'éloignent sans explication. Elles disparaissent, arrêtent de répondre, deviennent froides. Et tu ne comprends pas parce qu'il n'y a pas eu de conflit, pas de dispute, pas de manque de respect, mais il y a eu quelque chose de plus profond. Ta présence a commencé à exiger une version plus honnête d'elle-même, et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Alors, elle s'éloigne, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as fait quelque chose de juste. Tu as cessé de te diminuer, cessé de t'adapter, cessé de t'abandonner, et cela change tout. Jusqu'ici, remarque une chose importante, ces signes ne parlent pas de supériorité, ils parlent d'intégration. Une aura puissante ne vient pas d'un ego gonflé. Elle naît quand tu cesses de te trahir toi-même. Et dans la prochaine partie, les choses deviennent encore plus claires, parce que maintenant nous allons entrer dans les signes qui touchent directement les relations intimes, les amitiés et les liens émotionnels. Signal 8. Les relations superficielles ne tiennent plus avec toi. Avec le temps,
Certaines connexions ne tiennent tout simplement plus. Les conversations vides te fatiguent. Les drames répétitifs t'épuisent. Les relations basées uniquement sur l'échange de manque t'étouffent, et cela commence à se voir. Tu ne forces plus les rires. Tu n'es plus d'accord juste pour maintenir la paix. Tu ne fais plus semblant d'être intéressé. Et quand tu arrêtes de faire semblant, les relations construites sur le faux semblant s'effondrent. Certaines personnes vivent cela comme un rejet, mais ce n'est pas le cas. C'est de la cohérence intérieure. Jung dirait que lorsque le self commence à émerger, l'ancienne persona ne peut plus soutenir les liens qu'elle a créés. Alors ne sois pas surpris si certains liens tombent sans bruit, sans scandale, sans explication. Ils ont rempli leur fonction et toi tu as changé de niveau. Signal 9. Ceux qui s'approchent vraiment changent. Certaines personnes, lorsqu'elles se rapprochent de toi, n'en sortent pas indemnes. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens transformateur. Elles commencent à réfléchir davantage, à remettre en question leurs décisions, à revoir leurs schémas. Parfois, elles s'éloignent même pendant un temps parce que quelque chose a été activé. Ton aura ne guérit personne, mais elle crée un champ où la vérité devient plus difficile à éviter et c'est inconfortable. C'est pour cela que ceux qui restent changent généralement et ceux qui ne veulent pas changer s'éloignent non par méchanceté mais par autopréservation psychique. Signal 10. Les relations intimes deviennent plus intenses ou se terminent. Quand quelqu'un s'implique émotionnellement avec toi, il n'est plus possible de rester en surface. Ta présence exige de la profondeur, exige une responsabilité émotionnelle, exige la vérité, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Certaines relations s'intensifient, deviennent plus honnêtes, plus réelles. D'autres entrent en conflit parce que l'autre réalise qu'il ne peut plus se cacher. Jeux émotionnels, ambiguïté, manipulation subtile, tout cela commence à échouer devant toi, et cela fait que soit la relation mûrit, soit elle se brise, parce qu'une aura intégrée ne négocie pas avec sa propre dignité. Signal 11. Certaines personnes essayent de te rabaisser subtilement. Ce n'est pas une attaque directe, c'est plus discret, plus sophistiqué. Un commentaire déplacé, une blague malvenue, un compliment empoisonné. Tu as changé, tu es différent maintenant. Avant, tu étais plus simple. Ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est avant tu étais plus facile à gérer, parce que tant que tu te diminuais, tant que tu demandais la permission d'exister, tant que tu t'adaptais pour entrer dans le moule, tu ne menaçais le monde intérieur de personne. Et maintenant, ta posture a changé, ton regard a changé, ton silence a changé, et cela pousse l'ego des autres à essayer de te ramener à un endroit où ils se sentent en sécurité. Ne tombe pas dans ce piège. Quand quelqu'un essaie de te réduire, c'est parce que tu as grandi. Signal 12. Tu commences à être plus seul, mais pas plus vide. Ce signe fait peur à beaucoup de gens parce que soudain le cercle se rétrécit, les invitations changent, l'agenda devient plus silencieux, mais curieusement, tu ne te sens pas abandonné. Tu ressens de l'espace, un espace intérieur, de la clarté, de la respiration. La solitude qui apparaît ici n'est pas un manque, c'est une sélection. Tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie juste pour ne pas être seul. Et cela est un immense tournant psychologique. Jung disait que le processus d'individuation passe inévitablement par une période d'isolement, non comme une punition, mais comme une réorganisation intérieure. Tu es en train de te rencontrer, et cela exige du silence. Signal 13. Tu cesses de vouloir être compris par tout le monde. C'est le signe le plus clair de tous. Tu ne ressens tout simplement plus le besoin d'expliquer qui tu es. Si quelqu'un comprend, parfait. S'il ne comprend pas,
ce n'est pas grave. Tu cesses de te justifier, de convaincre, de t'adapter, non par froideur, mais par maturité. Parce que lorsque tu t'ancres dans le self, la validation extérieure perd son pouvoir. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu soutiens. Et cela est profondément perturbant pour ceux qui ont construit toute leur identité sur l'approbation des autres. Signal 14. Les gens deviennent curieux de toi de façon obsessionnelle. Tu remarques que certaines personnes parlent de toi plus que nécessaire. Elles analysent tes choix, commentent tes décisions, spéculent sur ta vie même quand tu n'as rien partagé. C'est parce que ton authenticité crée une fascination inconsciente. Tu deviens un mystère pour ceux qui vivent dans la prédictibilité de leur masque. Ils essayent de te comprendre, de te décoder, de trouver la faille parce qu'une personne intégrée remet en question leur vision du monde. Comment est-ce possible d'être si calme sans être indifférent? Comment est-ce possible d'être si sûr sans être arrogant? Cette curiosité n'est pas toujours bienveillante. Parfois, elle devient investigation, parfois elle devient surveillance, parce que tu représentes une possibilité qu'ils n'osent pas explorer. Signal 15. Ton opinion devient plus importante que ce qu'elle devrait l'être. Tu dis quelque chose de simple, de normal, et cela génère plus de discussions que prévu. Tu exprimes un point de vue, et soudain c'est un débat. Ce n'est pas parce que tu es controversé, c'est parce que ta parole porte un poids différent. Quand quelqu'un a cessé de parler pour plaire, quand il a arrêté de se contredire, ses mots deviennent plus denses. Ils touchent différemment parce qu'ils viennent d'un endroit plus profond. Alors même une observation banale peut déclencher des réactions intenses. Certains vont être d'accord avec passion, d'autres vont s'opposer avec véhémence, et toi tu restes là, en te demandant pourquoi tant d'émotions pour si peu. C'est parce que ta parole ne vient plus de la superficie et les gens le sentent. Signal 6. Les manipulateurs perdent leur pouvoir avec toi. Ceux qui utilisent la culpabilité, le chantage affectif, les menaces subtiles commencent à échouer. Tu ne mords plus aux hameçons. Tu n'entres plus dans leur jeu. Tu ne te justifies plus face à leurs accusations. Et cela les désoriente complètement parce que leurs stratégies habituelles ne fonctionnent plus. Un manipulateur a besoin d'un terrain émotionnel instable pour opérer. Il a besoin de ta peur, de ta culpabilité, de ton besoin d'approbation. Quand tu deviens plus centré, quand tu acceptes d'être mal compris, quand tu arrêtes de négocier ta dignité, leurs outils perdent leur efficacité. Et souvent, ils intensifient leurs tentatives avant d'abandonner définitivement. Signal 17. Les personnes toxiques t'évitent naturellement. Tu remarques que certains profils ne s'approchent plus de toi. Les draineurs d'énergie, les victimes chroniques, les narcissiques cherchent autre chose. Ce n'est pas que tu les repousses activement, c'est que ton énergie ne les nourrit plus. Une aura intégrée ne fournit pas le type de validation dont se nourrissent les personnalités toxiques. Tu ne donnes plus d'attention gratuite. Tu ne te sacrifies plus pour sauver qui que ce soit. Tu ne te perds plus dans les drames des autres. Et sans cette nourriture émotionnelle, ils vont naturellement chercher ailleurs. C'est une sélection naturelle qui se fait sans effort de ta part. Signal 18. Tu commences à attirer des gens différents. Pendant que certains s'éloignent, d'autres arrivent. Mais ces nouveaux liens sont différents. Ils sont basés sur l'authenticité plutôt que sur le besoin. Ces personnes ne cherchent pas à être sauvées, ne cherchent pas quelqu'un pour valider leur choix, ne cherchent pas un public pour leur drame. Elles viennent pour un échange réel, pour une connexion profonde, pour grandir ensemble. Ces relations sont moins nombreuses, mais infiniment plus nourrissantes, parce qu'elles sont fondées sur qui tu es vraiment et non sur ce que tu peux donner. Signal 19.
ton silence devient plus puissant que tes mots. Les gens commencent à faire attention non seulement à ce que tu dis, mais aussi à ce que tu ne dis pas. Ton silence n'est plus perçu comme passivité, mais comme choix conscient. Quand tu ne réagis pas à une provocation, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Quand tu ne participes pas à un débat stérile, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Ce type de silence dérange parce qu'il oblige les autres à se confronter au vide de leurs propres paroles. Dans un monde où tout le monde parle fort pour exister, celui qui maîtrise son silence détient un pouvoir particulier. Signal 20. Tu deviens un catalyseur de vérité. Ta simple présence fait que les gens deviennent plus honnêtes, parfois malgré eux. Les conversations deviennent plus profondes. Les masques tombent plus facilement. Les gens se confient, révèlent des secrets, parlent de leurs peurs les plus profondes. Ce n'est pas que tu demandes ces confidences, c'est que ton authenticité crée un espace sûr pour la vérité des autres. Mais attention, cette capacité vient avec une responsabilité. Certains vont te raconter leurs secrets puis s'éloigner parce qu'ils auront honte de leur vulnérabilité. D'autres vont projeter sur toi la responsabilité de leur révélation. Tu deviens un miroir et tout le monde ne supporte pas son propre reflet. Maintenant, commences-tu à comprendre pourquoi avoir une aura puissante n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas une garantie de popularité ou d'appartenance, c'est un appel à la responsabilité. La responsabilité d'être entier dans un monde fragmenté, d'être cohérent dans un monde de contradictions, d'être authentique dans un monde de masques. Il y a quelque chose que presque personne ne t'explique. Quand on parle d'énergie forte, l'inconfort ne se produit pas au niveau conscient. Les gens ne pensent pas rationnellement « cette personne me dérange ». Ce qui se passe est bien plus primitif et bien plus profond. Quand quelqu'un entre en contact avec toi, l'inconscient de cette personne commence à réagir parce que ta présence active des contenus refoulés, des désirs qu'elle a avalés, des émotions qu'elle a étouffées, des vérités qu'elle a repoussées. Jung appelait cela l'activation de l'ombre. L'ombre n'est pas la méchanceté, ni la perversion, ni quelque chose de négatif. C'est tout ce que la personne a dû nier pour être acceptée, pour appartenir, pour survivre. Quand tu t'es un peu plus intégré, quand tu as cessé de t'abandonner, tu as arrêté de repousser ces parties vers le bas, et ceux qui continuent à les repousser le ressentent. Ils ressentent de l'inconfort, une irritation sans raison, l'envie de s'éloigner ou de t'attaquer, parce que tu deviens une preuve vivante qu'il était possible de vivre autrement, et cela fait mal, non parce que tu as tort, mais parce que tu révèles un choix qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. La peur n'est pas de toi, la peur vient de la question silencieuse qui surgit quand tu entres dans l'espace. Et si je vivais mal? Et si je me trahissais moi-même? Et si je gâchais ma vie? Ces questions ne remontent pas à la conscience. Elles se manifestent sous forme d'ironie acerbe, de mépris, d'indifférence ou de rejet, parce que faire face à sa propre vie demande du courage et tout le monde n'est pas prêt. Alors l'ego fait ce qu'il sait faire. Il déplace, il projette, il attaque. Et maintenant vient la partie que presque personne ne romantise. Avoir une aura puissante n'est pas confortable. Elle ne garantit pas l'acceptation, ne garantit pas l'appartenance, ne garantit pas la facilité. Au contraire, elle exige que tu soutiennes l'inconfort de ne pas être compris, le silence des éloignements, la rupture des anciennes identités. Tu vas te rendre compte qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Une fois que tu t'es vu, il n'est plus possible de faire semblant. Une fois que tu t'es choisi, il n'est plus possible de te diminuer. Et cela crée un type de solitude très particulier. Pas la solitude du rejet, mais la solitude de celui qui a traversé un seuil.
Jung disait que celui qui entre dans le processus d'individuation se sépare inévitablement du collectif, non pas physiquement, mais psychiquement. Tu continues à vivre avec les autres, à travailler, à aimer, mais tu ne te dissous plus. Cette séparation n'est pas de l'orgueil, c'est de la préservation. Préservation de ce que tu as mis tant d'efforts à construire intérieurement. Préservation de cette cohérence que tu as payée si cher. Préservation de cette authenticité qui t'a demandé tant de courage. Et ici vient le plus grand piège. Beaucoup de personnes qui développent une aura puissante tombent dans deux extrêmes. Soit elles culpabilisent et essayent de redevenir comme avant pour retrouver l'appartenance. Soit elles développent une arrogance spirituelle et commencent à mépriser ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin. Les deux sont des trahisons. La première est une trahison de soi, la seconde est une trahison de l'humanité. Une aura vraiment intégrée ne juge pas, ne se vante pas, ne se diminue pas. Elle demeure simplement. Elle accepte la solitude sans amertume et l'incompréhension sans vengeance. Elle reconnaît que chacun a son timing et son chemin. Quand tu as une aura intégrée, les gens t'observent plus que tu ne l'imagines. Même ceux qui te critiquent, même ceux qui te rejettent. Parce qu'au fond, quelque chose en eux reconnaît qu'il y a quelque chose là, et cela exige de la responsabilité. Pas la responsabilité de sauver qui que ce soit, pas la responsabilité d'enseigner, pas la responsabilité de convaincre, mais la responsabilité de ne pas utiliser cette force comme une arme. Une aura puissante n'humilie pas, ne s'impose pas, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle demeure simplement, et demeurer est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que lorsque tu ne t'imposes pas, que tu n'humilies pas, que tu ne cherches pas à convaincre, les autres se retrouvent sans défense. Ils attendent une réaction, attendent un affrontement, attendent que tu prouves quelque chose. Et quand cela n'arrive pas, l'inconfort augmente parce que le silence cohérent est plus perturbant que n'importe quelle attaque. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas facilement enfermer dans une case. On ne peut pas te qualifier d'arrogant parce que tu ne te mets pas en avant. On ne peut pas te qualifier de faible parce que tu ne te plies pas. On ne peut pas te qualifier d'agressif parce que tu ne réagis pas. Et cette ambiguïté désorganise l'autre. Il y a aussi quelque chose de très particulier qui arrive quand tu développes cette présence intégrée. Tu commences à voir les jeux psychologiques avec une clarté troublante. Les manipulations deviennent transparentes, les projections deviennent évidentes, les masques deviennent visibles. Et cette capacité de voir peut être très lourde à porter parce que tu réalises à quel point les interactions humaines sont souvent superficielles et parfois malhonnêtes. Tu vois les gens jouer des rôles qu'ils ont oublié être des rôles. Tu vois les peurs qui motivent la plupart des comportements. Tu vois les blessures non guéries qui dirigent les réactions. Et parfois tu aimerais ne plus voir, revenir à l'innocence, à la naïveté, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette lucidité vient avec une compassion particulière aussi, parce que quand tu vois les mécanismes, tu comprends que la plupart des gens ne sont pas méchants, ils sont perdus, ils ne sont pas mauvais, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Ils ne t'attaquent pas vraiment, ils défendent leurs illusions. Et c'est là que réside la vraie force d'une aura intégrée. Elle ne vient pas de la supériorité, mais de la compassion. Elle ne vient pas du jugement, mais de la compréhension. Elle ne vient pas de la séparation, mais de l'inclusion consciente. Tu peux être avec les autres sans te perdre en eux. Tu peux comprendre sans absorber. Tu peux aimer sans te sacrifier. Tu peux donner sans te vider. Et cette capacité de rester centré au milieu du chaos émotionnel des autres est ce qui crée cette présence si particulière. Les gens le sentent instinctivement. Ils sentent que tu n'as pas besoin d'eux pour te définir, que tu n'as pas peur de leur désapprobation, que tu n'es pas en train de jouer le même jeu qu'eux. Et cela peut être à la fois magnétique
et terrifiant. Magnétique, parce que quelque part nous aspirons tous à cette liberté intérieure. Terrifiant parce que cela nous rappelle nos propres chaînes, nos propres peurs, nos propres abandons. Il arrive aussi quelque chose de très spécial avec le temps. Tu commences à attirer des situations et des personnes qui correspondent à ton niveau d'intégration. Les drames diminuent, les conflits deviennent moins fréquents, les relations deviennent plus fluides, non parce que tu évites les problèmes, mais parce que tu ne les crées plus inconsciemment. Quand tu arrêtes de projeter tes blessures sur les autres, quand tu arrêtes de chercher à être sauvé ou à sauver, quand tu arrêtes de fuir ou d'attaquer, l'énergie autour de toi se stabilise. Tu deviens un point de calme dans la tempête des émotions humaines. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens le plus utile aux autres, non pas en essayant de les changer, non pas en leur donnant des conseils, non pas en les sauvant, mais simplement en étant un exemple vivant qu'autre chose est possible. Certaines personnes vont changer juste en étant près de toi, non parce que tu leur dis quoi faire, mais parce qu'elles sentent une possibilité différente. Elles voient qu'on peut être fort sans être dur, qu'on peut être sensible sans être fragile, qu'on peut être seul sans être isolé. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du sauveur. Ce n'est pas ton rôle de transformer qui que ce soit. Ton rôle est de rester intègre, de maintenir ton centre, de continuer à grandir. Les autres feront leur propre choix à leur propre ère.